Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Depuis ses débuts au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie suscite curiosité, inquiétude et parfois rejet. De la part de l'Église catholique surtout, qui l'a condamnée à de multiples reprises au cours de son histoire. Alors pourquoi cette société initiatique suscite-t-elle tant de fantasmes? Qui sont les francs-maçons? Une loge mixte zurichoise a ouvert ses portes à Maria Nicolier et Cyril Desprats, guidés par Clémence lors d'un rituel. Reportage. Schönheit, Thierry. Vous vous intéressez à la maçonnerie de l'extérieur, moi je l'ai vécu de l'intérieur. C'est ça là, je pense, la seule différence entre vous et moi. La franc-maçonnerie, c'est pour moi quelque chose voilà, que j'associe avec la discrétion parce que c'est un peu un cocon pour moi quelque part, un espace où on peut se développer personnellement complètement de façon indépendante de la vie au quotidien. Ma famille sait que je suis franc-maçonne, les membres proches, quelques amis aussi, mais pas grand monde sinon. Moi, je suis d'avis que le fait de dévoiler son appartenance à la maçonnerie, ça peut biaiser les relations, en fait. Parce qu'en général, on n'a pas un regard neutre ou éclairé sur la maçonnerie. Souvent, les gens, ils ont un a priori extrêmement positif ou extrêmement négatif. Et dans les deux cas, ça peut biaiser une relation. Mais j'ai accepté de témoigner parce que c'est important que la maçonnerie, elle se montre un petit peu, elle montre un peu son visage, qu'elle se fasse connaître pour que les gens ils arrivent mieux à comprendre cette discrétion sans pour autant tout dévoiler parce que ça serait contraire au principe d'une société initiatique. Clémence a aujourd'hui le grade de maître dans la franc-maçonnerie, après une initiation en 2014 à Berlin. La jeune femme a 27 ans. Là, je suis en train de terminer une ondulation qui va servir à être... on va pouvoir l'intégrer dans une perruque des années 1900. Moi, je suis maquilleuse perruquière, au théâtre. Je construis pas des bâtiments, mais c'est aussi un savoir-faire très ancien qui a pratiquement pas changé depuis l'Antiquité. La franc-maçonnerie, elle m'a un peu aussi apporté cet amour du travail bien fait, en fait. Je suis passée, comme on dit, sous le bandeau. Donc, j'ai été convoquée, on m'a posé des questions sur des sujets de société, sur mes valeurs, où est-ce que je me situais, quelles étaient aussi mes préoccupations. Et moi, je ne voyais pas l'auditoire et puis moi, j'avais une certaine confiance. Et puis tout mon sens critique, mon esprit critique aussi, je l'avais aussi emmené avec moi. Et puis un jour, ça y est, je suis venue, j'ai été initiée. Elle est droite. Ça a été un parcours de plusieurs années jusqu'à ce que je franchisse ce pas. J'en ai entendu parler plusieurs fois, notamment pendant mes études, où on a étudié en long, en large et en travers le 19e siècle. Et en France, la franc-maçonnerie a eu un rôle assez important à cette époque-là, donc ça m'a intéressée. Et donc ensuite, c'est selon l'expression consacrée, je suis allée frapper à la porte des francs-maçons et je suis entrée en maçonnerie, j'ai été initiée. Là, je suis en train de relire la planche que je vais présenter aujourd'hui, pour l'avoir bien en tête, pour pouvoir vraiment me concentrer sur le sens quand je la lirai. Une planche, c'est le terme maçonnique pour cet exposé que je vais présenter. La planche de Clémence propose une réflexion autour de la franc-maçonnerie et de la coiffure. Elle la présente aujourd'hui dans la loge zurichoise à laquelle elle appartient, la loge Isis et Osiris, une des seules loges mixtes de Suisse. Sa responsable, la vénérable maître Isabelle Egger,
a accepté que nous filmions une tenue fermée destinée habituellement aux seuls initiés, même si certains aspects du rituel ont été supprimés. C'est la première fois que nous invitons dans notre temple quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. De nos jours encore, dans certaines professions ou dans certains milieux, ça peut poser problème de se dire ouvertement franc-maçon. Notamment à cause de ce qui se dit sur ces aspects secrets et de toutes ces théories du complot. Uns allen scheint wiederum das Licht. On quitte la vie profane, le quotidien, pour entrer dans un espace protégé. Dans cet environnement, et avec l'aide du rituel, on est plus concentré pour se connecter à soi-même. Voilà le sens et l'objectif d'un rituel. Weisheit, Stärke, Schönheit. Schwestern und Brüder, nehmt eure Plätze ein. Chacun joue son rôle, chacun dit ce qu'il a à dire, toujours la même chose. À l'intérieur de ce cadre, une fois qu'il est posé, il y a un espace dedans, où il y a une grande liberté qui fait énormément de bien. Schwester innere Türwache, wo ist dein Platz im Tempel? Innerhalb der Tempelpforte, Herr Julimeister. Vénérable maître en chair, mes frères et sœurs en vos grades et qualités, je vais vous présenter aujourd'hui ma planche sur la franc-maçonnerie, la liberté et la coiffure. Les francs-maçons seraient donc ces êtres lumineux qui célèbrent la liberté. Mais y a-t-il une différence fondamentale entre la liberté du monde profane et la liberté au sens maçonnique? Les philosophes Pour moi, la franc-maçonnerie, elle est essentiellement humaniste, en fait. Donc, je vois ce qu'il y a de beau, ou entre guillemets, mais avec beaucoup de guillemets, de sacré dans l'être humain. Et pour moi, ça, c'est incroyable, finalement. Dieu, j'en ai pas plus besoin que ça en maçonnerie. L'ensemble du rituel, son déroulement avec la musique, tout s'enchaîne avec les symboles. Ce qu'il y a de particulier concernant les symboles, c'est que nous ne disons pas ce qu'ils signifient. Leur signification varie pour chaque personne et chacun est libre de les interpréter à sa façon. Nous n'avons pas de dogme, comme dans une église, qui unifie l'interprétation des symboles. Chez nous, chacun est libre de les interpréter pour lui-même. La franc-maçonnerie, c'est une société initiatique. Et c'est ça qui unit un peu tout le monde, je pense. Et qui fait qu'une personne qu'on ne connaissait pas, mais qui a été initiée au même titre que nous-mêmes, on a un autre rapport à cette personne, oui. Ça brise beaucoup de barrières d'un coup, en fait, ouais. Bonjour Dominique Frémont. Bonjour. Vous êtes président du groupe de recherche Alpina. La Grande Loge Alpina, c'est la plus grande obédience franc-maçonne de Suisse. Oui, tout à fait. Vous y avez le grade de maître. On vous a vu, on vous a aperçu dans le reportage, vous assistiez à cette cérémonie, à ce rituel. Expliquez-nous en 2 mots un petit peu ce qui s'y passe, parce que de l'extérieur, c'est pas très compréhensible. Voilà. C'est bien pour ça qu'il y a une initiation, puisqu'on vous explique à votre initiation ce qui se passe. Mais figurez-vous que c'est simplement l'occasion de se retrouver, et que pour se retrouver et pour partager ce que l'on vit, on doit avoir un sas. Et le rituel, c'est le sas qui permet de séparer la vie profane de la vie maçonnique.
Et c'est pour ça qu'on a tout ce rituel. Et dès l'instant où tout est posé, qu'on a créé cet espace sacré, à ce moment-là, on peut travailler sur nous et avoir ce partage, comme le fait Clémence, avec sa planche. Donc c'est la création de l'espace sacré. Voilà, que l'on va créer pour commencer les travaux et qu'on va aussi ensuite refermer pour rejoindre après l'agape, qui est un moment de convivialité, et après retourner à sa vie de tous les jours. Bonjour, Étienne Perrault. Bonjour. Vous êtes prêtre catholique, oui. Vous êtes jésuite. Ça, c'est parfait. Ben voilà, vous l'assumez. Alors, c'est assez inédit, en fait, ce qu'on a vu. Enfin, il y a déjà eu des reportages sur la franc-maçonnerie, mais c'est rare de pouvoir voir un rituel comme celui-là. Vous le percevez comment, comme ça, de l'extérieur? Bien, comme une manière de pouvoir communiquer entre des gens de bonne volonté et de communiquer librement sans avoir crainte d'un œil concupiscent ou d'un œil critique. Bref, c'est un lieu qui me semble être, comme tous les rituels, qui me semble ouvrir à une liberté de communication. Donc, en fait, entre un rituel qui peut avoir lieu dans une église catholique, orthodoxe... Tout à fait. Ça vous semble tout à fait la même chose. C'est la base. Et comme vous venez de le rappeler, c'est la base du respect, un espace sacré. C'est un espace sacré, c'est un espace où l'on respecte l'autre, j'allais dire, dans son mystère, en quelque sorte, où on ne cherche pas à mettre la main sur lui. Et là, c'est vraiment, je veux dire, la base de toute vie et de tout être humain. Tout à fait, et avec des règles très strictes sur la manière de se comporter, de s'exprimer au sein de la loge. Dominique Frémont, alors la franc-maçonnerie a longtemps été secrète, en tout cas on l'a caractérisée comme ça, discrète pour le moins. Pourquoi avoir accepté qu'une caméra filme ce rituel? Je pense qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de secrets. En fait, on est plutôt une organisation discrète, mais qui a pignon sur rue. Vous trouvez des sites internet qui présentent les loges, vous avez l'activité des loges. Mais je pense que c'est important de montrer une fois le fonctionnement d'une loge, et en plus une loge mixte, une loge où une jeune femme de 27 ans s'exprime et qui est maître. Qui est la minorité quand même, parmi les obédiences. Alors en Suisse, il y a à peu près 4800 francs-maçons qui sont répartis dans 150 loges. Et il y a une vingtaine de loges mixtes, une vingtaine de loges que féminines. Et on trouve à peu près 800 femmes sur les 4800 femmes. Mais je pense que c'est important de témoigner sur un autre visage de la maçonnerie, qui est une maçonnerie jeune, une maçonnerie dynamique, et dans une loge mixte à Zurich. On n'a pas eu accès à tout. À quoi est-ce qu'on n'a pas eu accès? Alors, dans le rituel, il y a un certain nombre d'activités qui emploient des termes que, bien évidemment, sont un peu dépourvus de sens quand on n'est pas franc-maçon. Et c'est cette partie-là qu'on ne voyait pas l'intérêt de la partager. Par contre, vous trouvez dans la littérature le détail de tous les rituels, mais entre lire ça dans un livre et le vivre, il y a une grande différence. Et le secret fondamental de la maçonnerie, c'est que c'est difficile à partager ce que je vis quand je participe à une tenue ou lorsque j'ai été initié. Étienne Perrault, ce secret qui est lié à l'initiation, est-ce que pour vous c'est problématique? Ça a été problématique pour Rome depuis le début, c'est-à-dire depuis la première condamnation au XVIIIe siècle, en 1738 précisément, pour le pape Clément XII, jusqu'au dernier texte, du moins ce que je connais, de 1984, si mes souvenirs sont bons. C'est le secret apparaît comme le problème central. Mais attention, ce n'est pas le secret en tant que tel. L'idée, c'est plutôt dire attention, est-ce que ce secret ne cache pas un pouvoir occulte? Bon. Et puis, il y a d'autres raisons qui se sont ajoutées depuis. On y reviendra. Mais le secret, bon, moi, personnellement, je pense que le secret s'expliquait fort bien au XVIIIe siècle, pour des raisons religieuses autant que pour des raisons politiques. C'est-à-dire que discuter entre, j'allais dire, nobles catholiques et nobles protestants anglais, parce que c'est de ça dont la maçonnerie moderne est nette, eh bien, c'était problématique du point de vue politique, parce que c'était l'époque où encore il fallait avoir la religion du roi, et quand le roi changeait de religion, alors là, ça devenait difficile. Et puis, c'était l'époque où discuter avec des protestants pour un catholique, ou discuter avec des catholiques pour un protestant, c'était donner l'impression qu'on ne croyait pas à sa propre religion. D'où suspicion
Et alors, donc, pour éviter ces suspicions, qu'il y ait un secret net sur qui appartient à la maçonnerie, me semble, à l'époque, tout à fait raisonnable. Mais alors aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il sert encore, le secret, puisqu'on n'est plus dans cette logique de... on a la religion du roi. Alors, on est une organisation initiatique, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer un certain nombre de choses, ce que vous allez vivre dans la loge. On vous explique les fondamentaux du rituel et des symboles. Et ceci, c'est une expérience personnelle. Elle n'est pas secrète au sens absolu, puisque vous pouvez trouver tous les rituels, mais c'est une expérience personnelle qu'on ne peut pas transmettre, parce que chacun va le vivre différemment. Et je ne peux pas créer des attentes face à quelqu'un qui va être initié en disant « ça va se passer d'une manière ou d'une autre ». J'ajouterais peut-être que ça permet aussi de parler plus librement en loge. Tout à fait. Si l'on sait que ce que je vais dire ne va pas être divulgué, c'est-à-dire il a dit ça en loge, eh bien, ça me semble être une des raisons, la liberté de parole, une des raisons du secret actuel. Ce qui fait partie du respect des opinions exprimées au sein de la loge. L'autre secret, et ça c'est plutôt pour la maçonnerie européenne, c'est que la maçonnerie était quand même persécutée, que ce soit sous le nazisme, sous le franquisme, sous le communisme. Et donc, en France, il y a un certain nombre de frères qui ont été déportés, qui ont perdu la vie dans des camps de concentration par le simple fait qu'ils étaient francs-maçons. C'était le cas en Italie, c'était le cas en Espagne. Donc, une certaine discrétion sur son appartenance à la maçonnerie, c'est l'autre secret. Je peux accepter d'en parler et dire que je suis maçon, mais je n'ai pas le droit de dire que vous en faites partie ou telle autre personne pour protéger leur... on va dire, les protéger de préjugés. C'est une crainte que vous avez encore aujourd'hui, peut-être un retour d'un antimaçonnisme féroce? Absolument. Il y a un retour d'un antimaçonnisme assez fort. On le voit en Italie, on le voit en Turquie, on le voit un petit peu aussi aux États-Unis. On revient vers un climat un peu d'extrême droite, où la maçonnerie qui défend des valeurs démocratiques, qui défend des valeurs de liberté d'opinion, liberté d'association, liberté de religion, forcément ne convient pas à tout le monde. Et il y a une tendance maintenant à un anti-maçonnisme qui est lié aussi à un antisémitisme. Oui, toutes les tendances totalitaires, effectivement, sont opposées à tout ce qui, effectivement, sont des lieux de liberté individuelle. Voilà. Mais on l'entend d'ailleurs, Clémence le dire dans le reportage, finalement, c'est les préjugés qui entourent la franc-maçonnerie qui l'empêchent de le révéler à tout un chacun. Enfin, elle n'a pas envie forcément de le dire à tout le monde. En même temps, alors je pose la question à vous, Dominique Rémond, est-ce que la meilleure manière de faire tomber les préjugés, ce n'est pas justement la transparence? Alors, il y a une grande transparence puisqu'on organise, par exemple, des tenues blanches ouvertes où on invite le public à entendre parler de la maçonnerie. J'ai fait dernièrement une conférence où j'ai parlé de franc-maçonnerie et de bande dessinée. Et c'est dire qu'il y a en France une bande dessinée... Le Triangle secret. Le Triangle secret, qui a été diffusé à 3 millions d'exemplaires. Donc on fait un grand effort de communication. Mais il y a certains aspects, si ça ne nous intéresse pas, on reste pris dans ces préjugés et on va condamner la maçonnerie en fonction de légendes urbaines. Un exemple, c'est Léo Taxil, qui en 1897 a publié des livres en disant la maçonnerie est satanique, et ça reste dans la mémoire collective. Mais ça reste sur Internet aussi, parce que quand on tape franc-maçonnerie sur un moteur de recherche, on tombe sur pédosatanisme ou alors copinage politique, enfin il y a de tout. Mais... Il y a même un auteur contemporain qui a publié un livre il y a quelques années, 2 ou 3 ans, en disant Lucifer est dans les loges. Enfin, vous n'y croyez pas, vous? Parce que c'est quand même un reproche, c'est un reproche qui est fait de la part de l'Église catholique également, ou de certains milieux catholiques. La condamnation qui a été constante depuis Clément XII jusqu'à aujourd'hui de la maçonnerie, j'allais dire, fait jouer deux types de raisons qui étaient peut-être présentes en même temps, mais l'accent a changé. Il y a des raisons, disons, de type politique, en disant il y a un pouvoir occulte. Bon, alors évidemment, quand vous accusez l'autre d'un pouvoir occulte, ça veut dire que vous voulez conserver le pouvoir. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Il y a un pouvoir occulte et ça a culminé avec le Code de droit canonique, l'article 2, 2335, très connu, qui disait ceci: tout catholique qui donne son nom à une loge maçonnique qui milite contre l'Église et les pouvoirs établis est excommunié late sententia, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin de décision de justice, automatiquement. Bon, alors évidemment, là-dessus, eh bien, un certain nombre de francs-maçons catholiques disent non, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que toutes les loges ne militent pas contre l'Église et les pouvoirs établis. Alors ça a été admis d'abord par les évêques du nord de l'Europe, par les évêques américains, par Monseigneur Lustiger, très explicitement, par Monseigneur Jean-Charles Thomas, évêque de Versailles, en disant, effectivement, cette condamnation ne se préoccupe que des
loges qui militent contre l'Église et les pouvoirs établis. Mais il n'y a jamais eu de condamnation en disant on est sataniste Non, ou non, on a des pratiques non, il n'y a jamais eu. Jamais. Bien qu'il faudrait regarder dans les textes. Là, je ne suis pas suffisamment historien pour ça. Mais ça veut dire, Étienne Perrault, qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas être officiellement catholique et franc-maçon? C'est plus complexe mais que ça. C'est pour une autre raison, justement, qui est apparue, disons, c'est apparu à partir de Louis XIII, non, à partir de Léon XIII, et qui disait, ah ben oui, mais il y a des raisons philosophiques fondamentales qui fait qu'on ne peut pas appartenir à la foi, à la maçonnerie et être catholique. Et alors, ces raisons culminent dans une déclaration des évêques allemands de 1980 qui a des choses et qui a été repris par le cardinal Ratzinger, puis le futur pape Benoît XVI, et qui reste encore la position officielle de l'Église. Oui. Et alors, quelles sont ces raisons? Alors, c'est très intéressant, ça. Quelles sont les raisons invoquées? Il y en a 4. Le premier, c'est le relativisme, en disant puisque vous acceptez toutes les religions, après tout, ça veut dire que vous considérez que toutes les religions se valent. Tout à fait. Deuxième raison, oui, il y a un peu de gnosticisme. C'est-à-dire, au fond, la vérité n'est accessible qu'à ceux qui sont initiés. Il y a ceux qui sont profanes, qui n'y ont pas accès. Bon, là,